Bonjour. Cyril l'a dit, il ne suffit pas d'avoir des mesures satellites, il faut aussi avoir d'autres mesures complémentaires, et notamment des mesures locales, avec notamment comme usage de calibrer, valider les observations qui sont faites par satellite. Il a montré des exemples de stations de mesure au sol, il a montré que des instruments embarqués sur des avions nous donnaient des informations sur les 10 premiers kilomètres de l'atmosphère, mais quand on veut des informations sur des couches au-delà, et notamment sur la stratosphère qui s'étend de 10 à 50 km, il faut trouver une plateforme pour envoyer ces instruments de mesure, faire des mesures localement, faire des mesures in situ. Et un moyen de faire cela sont les ballons. Et nous avons au LMD une expertise mondialement reconnue sur un type de ballon, des ballons dérivants, appelés aussi ballons pressurisés ou ballons longue durée, pour lesquels on a eu, au cours des 10 dernières années, 2 campagnes. Et en 2010, on a eu 19 ballons, la campagne Concordiasie, dont un des objectifs, comme le nom l'indique, était de valider, calibrer les observations de l'instrument IASI dans cette région, et notamment donc en basse stratosphère polaire. On a lâché 19 ballons depuis l'Antarctique qui ont dérivé chacun pendant 2 à 3 mois. Mais la calibration, validation d'observations satellites n'est pas du tout la seule motivation pour ce genre de campagne. Et avant Concordiasie, en 2005, on avait eu dans la même région une campagne de mesure appelée VORCOR, au cours de laquelle 27 ballons avaient été envoyés dans la stratosphère polaire, nous apportant énormément d'informations précieuses sur cette région. Alors pourquoi cette période de l'année, pourquoi cette région? Eh bien, chaque année, au-dessus de l'Antarctique, durant l'hiver de l'hémisphère sud, donc à partir de juin, l'air est plongé dans la nuit polaire, se refroidit énormément. Il y a un gradient de température entre le pôle, l'équateur qui se forme. Associé à ce gradient de température, il y a des vents d'ouest qui se développent. Et la dynamique non linéaire qui prend place met en place un vortex polaire, un tourbillon, qu'on voit là dans une image d'il y a une semaine. Ce tourbillon, au cours de l'hiver, devient très fort. On a des vents d'ouest très très puissants qui isolent l'air, permettant à l'air à l'intérieur du tourbillon de se refroidir davantage, ce qui préconditionne l'air pour que les réactions de destruction de l'ozone, qui sont des réactions photochimiques, qui nécessitent des températures très froides, soient très intenses quand arrive le printemps. Et l'image qu'on a choisie ici pour illustrer ça, c'est donc une image qui montre le trou d'ozone actuel au-dessus de l'Antarctique. Et dans la limite du trou d'ozone, qu'on voit donc à partir de mesures satellites, on voit le contour du tourbillon polaire. Et donc on sait que là, il y a des vents très intenses. Et cette structure qui est donc essentielle, qui domine l'écoulement stratosphérique dans l'hémisphère sud et qui est déterminante pour décrire le trou d'ozone, nos modèles ont du mal à la décrire. Alors, pour illustrer ça, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut résumer le comportement de ce tourbillon polaire. Eh bien, je vous ai dit, il se développe en hiver, les vents sont des vents d'ouest très forts. Au cours du printemps, la lumière revient, l'air se réchauffe, les gradients de température changent, et on va avoir un moment où le vortex faiblit, se désagrège, et cède la place à des vents d'est qui sont plus faibles. Ça se passe d'abord en altitude, puis l'altitude de retournement des vents, passant de vents d'ouest forts à des vents d'est plus faibles, descend. Donc on peut le résumer en une figure très simple. Sur cette figure, je vous montre le temps, donc le printemps de l'hémisphère sud, et en altitude, et sur l'axe vertical, l'altitude, indiquée en pression, comme on le fait souvent. Donc 100 hectopascales, ça correspond à peu près à 16 km, 0,1 hectopascal à 64 km. Et on peut, par exemple, pour 60 degrés sud, mesurer à quel moment est-ce que les vents se retournent de vents d'ouest à des vents d'est, et simplement tracer la ligne pour laquelle se retournent les vents. Maintenant, si on espère que nos modèles de climat décrivent bien ce phénomène, ce tourbillon polaire et la destruction de l'ozone qui peut y être associée, on souhaite que ce résumé de la dynamique soit bien capturé par nos modèles. Et en fait, depuis 20 ans, on sait que nos modèles de climat ont énormément de mal avec cette région. Il y a des biais froids persistants dans cette région, et le vortex polaire qui se forme dans les modèles est trop robuste et dure trop longtemps. Je l'illustre avec cette figure qui est un peu compliquée, donc je vais vous guider. C'est la même structure de figure. On a le temps en abscisse et sur la verticale, l'altitude.
Toutes ces courbes représentent, pour 3 d'entre elles, les 3 courbes noires, qui sont un peu plus épaisses ici, ce sont les observations, ce qu'on a de mieux comme estimation de l'état de l'atmosphère. On a fait une moyenne sur de nombreuses années. Et la ligne de retournement des vents de vent d'ouest à vent d'est, et du coup, ici, vous voyez les 3 lignes noires ici, et puis l'incertitude, la variance d'une année à l'autre, est dans la zone grisée assez fine autour de ces 3 lignes. Toutes les autres lignes colorées, ce sont les modèles. Et vous voyez que dans l'ensemble, ils sont tous à droite, dans quasiment tous les cas. Le vortex polaire est trop robuste, il dure trop longtemps, se désagrège trop tard, et on a donc des biais qui sont très problématiques pour la description de la dynamique et de la chimie dans cette région. Le modèle du LMD, LMDZ, qu'a évoqué Cyril, c'est la ligne pointillée rouge, ou du moins c'était, car ça remonte à 2011, c'était un exercice de comparaison qui a été fait en 2011. Si tous les modèles se trompent, alors que, vous l'avez vu dans l'image d'avant, ce vortex polaire, c'est une structure de grande échelle, on pourrait s'attendre naïvement à ce que les modèles réussissent à décrire quelque chose d'aussi grande échelle. C'est qu'il manque quelque chose dans les modèles. Il y a quelque chose qu'on représente mal. Bon, je vous donne un peu d'avance la réponse. C'est des choses à petite échelle qu'on représente mal. Alors comment est-ce qu'on pourrait savoir mieux ce qui se passe à petite échelle? Eh bien, je reviens au ballon. Parce que ces ballons pressurisés, pour lesquels le LMD a depuis de nombreuses années une expertise grande et pour lesquels on coordonne des campagnes, ces ballons ont une enveloppe fermée. Une fois qu'ils sont à l'altitude à laquelle ils dérivent, ils sont pleinement gonflés. Du coup, leur volume est fixe. Comme la masse est fixe, ils ont une masse volumique constante. Du coup, ils dérivent comme des parcelles d'air et ils nous renseignent sur ce que subit une parcelle d'air entraînée par l'écoulement. Avec la résolution temporelle des mesures de vent, de température, d'ozone, on peut avoir énormément d'informations sur les mouvements à petite échelle. Les ballons nous donnent accès à des altitudes 17-19 km qui sont très difficiles d'accès. Et comme chaque ballon dure 2 à 3 mois, on a une couverture géographique qui est exceptionnelle pour des mesures in situ. Alors je vous montre maintenant un exemple de série temporelle de pression mesurée par un de ces ballons. Le ballon a des micro-fissures, toujours, c'est un peu inévitable. Donc, il y a un peu de gaz qui s'échappe, ils sont gonflés à l'hélium. Et au cours des 3 mois de vol de ce ballon-là, peu à peu, un peu de gaz s'échappe, il descend en altitude. Et donc là, on voit la pression qui monte un petit peu lentement. On voit des fluctuations avec des échelles de temps de 10 jours environ. Ça, ce sont les grandes ondulations du vortex polaire. C'est des ondes de Rossby. C'est quelque chose de bien connu et d'assez bien décrit par les modèles. On voit aussi sur cette courbe plein de petits bruits. Et on pourrait se dire, oui, c'est juste du petit bruit que rencontre le ballon au cours de son vol. Mais en fait, non. On ne peut pas se contenter de le négliger comme juste un petit bruit. Si vous regardez ce qui se passe ici, là, on a la mesure de pression qui varie de plus de 15 hectopascales en l'espace de 45 minutes. On pourrait penser que c'est une erreur de mesure. Ce n'est pas du tout une erreur de mesure. Tout ce petit bruit sont des ondes de gravité, des ondes internes de gravité. Et ce qu'on voit là, c'est un événement rare, un cas extrême d'une onde très intense. Avant de vous la décrire, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'une onde interne de gravité. Pour l'illustrer, je vous montre là une image satellite. On voit une couche de nuages, vue de haut, au-dessus de l'océan. Le vent vient du nord, vient du haut en tout cas sur cette image. Et dans l'océan, il y a quelques petites îles. À chaque fois que le vent arrive sur une île, avec un petit relief montagneux, l'air est obligé de s'élever. Comme l'air est stratifié, plus dense en bas, moins dense au-dessus, l'air qui est soulevé se retrouve entouré d'air moins dense. Du coup, il retombe. En retombant, il reprend de la vitesse et il redescend en dessous de son niveau initial. Il se retrouve entouré d'air plus dense qu'il ne l'était initialement. La poussée d'Archimède l'emporte, il remonte. Et donc à chaque fois qu'on passe au-dessus d'une montagne, on initie des mouvements verticaux, des oscillations, qui vont se traduire, persister derrière à cause de la stratification de l'air, et qui donnent lieu, dans ce cas, de très beaux sillages, comme le feraient des sillages de bateaux
sur une flaque, sur un lac ou un bâton qu'on traînerait dans un lac. Donc, les ondes internes de gravité sont, à l'intérieur d'un fluide stratifié, l'équivalent des vagues à la surface de l'océan ou d'un lac. Cela dit, cette image a aussi quelque chose de trompeur, parce qu'elle nous montre l'aspect uniquement horizontal, bidimensionnel de ces ondes. Les ondes internes de gravité, au contraire des vagues à la surface d'un lac, ne sont pas confinées à cette surface. Et un aspect clé est qu'elles se propagent verticalement. Et en fait, c'est là qu'elles deviennent importantes, parce que, excitées en grand nombre en troposphère, elles se propagent verticalement, et là où elles vont déferler, elles vont forcer la circulation, donc en stratosphère et au-dessus. Et alors qu'elles ne sont pas très importantes pour comprendre ce qui se passe en troposphère, elles deviennent absolument indispensables pour décrire et comprendre la circulation en stratosphère et au-dessus. Je reviens à mon ballon à ondes extrêmement intense qu'il a rencontré et que j'indiquais. On a étudié ce cas. L'onde s'est produite parce que le ballon est passé au-dessus de la péninsule antarctique, qui est cette péninsule haute de 2000 mètres qui sort en plein dans l'océan austral. Et les vents qui venaient sur cette péninsule étaient particulièrement favorables au développement d'une onde qu'on a réussi à simuler de manière très précise avec un modèle numérique. On a pu comparer les simulations numériques aux mesures faites par le ballon alors qu'il passait à environ 19 km. Ça a permis de valider les simulations, d'avoir confiance dans ce qui était décrit par le modèle numérique, et ensuite d'explorer davantage ce qui était décrit pour tout l'écoulement et la dynamique de l'onde dans le modèle. Nous avons fait ça, non pas seulement pour ce cas, mais pour toute la campagne. On a 2 mois de simulation assez coûteuses, à assez haute résolution, qui nous ont permis d'écrire tout le champ d'onde qu'on a validé avec les ballons. Et la combinaison de ces observations, de ces simulations numériques qui nous donnent une vision bien plus complète de l'écoulement et des mécanismes sources de toutes les ondes, pas seulement des ondes de montagne, mais aussi des ondes au-dessus des océans, ainsi que des approches analytiques, nous ont permis de guider, de suggérer un renouvellement de la représentation de ces ondes dans le modèle de circulation générale du LMD, et cela aboutit à ce résultat. Je remontre ici la ligne résumant le retournement des vents allant de vent d'ouest à vent d'est dans la stratosphère polaire. La référence, les observations, c'est la ligne rouge, et ce que représente maintenant le modèle du LMD avec cette nouvelle paramétrisation des ondes de gravité, c'est la ligne bleue. Vous voyez qu'on est dans le recouvrement, on a cette fois corrigé ce biais. Je conclus en disant un mot de la prochaine campagne de ballons qui est en préparation, pour laquelle nous préparons de nouveaux instruments qui permettront d'avancer. Ce sera une campagne dans les tropiques, Cyril a insisté sur le manque d'observation sur les tropiques, donc sur la transition entre troposphère et stratosphère dans les tropiques, avec un point fort qui sera l'étude des cirrus. Et je conclus donc sur une image de ces nuages de cristaux de glace qui existent haut dans l'atmosphère. Merci.